Ça, c'est un exemple que j'ai choisi. Et le deuxième exemple que je vais vous suggérer, je vais vous proposer, c'est l'exemple d'un écrivain français, surtout au XIXe siècle. Alors, quand je dis Jean Dreyfus, est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? Automatiquement, ça vous rappelle d'Émile Zola. Alors, Émile Zola, un écrivain français également du XIXe siècle, a vu une injustice sociale dans la société française à l'égard de Jean Dreyfus, et il y avait également l'antisémitisme. Donc, Zola doit dénoncer cette injustice sociale à l'égard de Jean Dreyfus, qui a été accusé d'espionnage et qui a été arrêté injustement. Alors, cette dénonciation de Zola se manifeste par la rédaction d'une fameuse lettre intitulée « J'accuse ». Zola également a choisi la dénonciation par la lettre « J'accuse ». Et par la suite, il a pris la fuite en Angleterre. Il est parti en Angleterre pour échapper tout simplement à la censure et pour échapper aux poursuites policières et judiciaires. La même chose pour Émile Zola. Il a fait ce choix de la dénonciation, dénoncer cette injustice à l'égard contre Jean Dreyfus par acte de responsabilité. Voilà l'acte de responsabilité. Et voilà ce que je veux dire par défendre la vérité dangereuse. Un intellectuel bien équipé de connaissances, un intellectuel cultivé, un intellectuel calé, comme on dit, doit toujours défendre une vérité coûte que coûte, par acte de responsabilité, bien évidemment. Alors, c'est justement pour fermer la parenthèse et continuer mon intervention, j'ai dit que l'intellectuel est destiné à défendre une vérité dangereuse pour lui et pour les idées reçues par imitation. L'intellectuel également est considéré comme un observateur qui analyse et qui se met en position de dialogue critique et de polémique, si c'est nécessaire, avec les amis et les adversaires de cette vérité dangereuse. Dans ce cas, je vais poser avec vous la question suivante. En quoi réside cette vérité? En quoi consiste cette vérité considérée comme dangereuse? D'ailleurs, comme vous le savez, tous ensemble, l'intellectuel croit à la puissance régénératrice de la pensée en vue d'une modification du destin de l'homme. En ce sens, être un intellectuel, c'est détenir ou bien croire détenir le secret de cette vérité dangereuse, celle d'un progrès illimité pour raffermir les œuvres de civilisation. Cela, bien évidemment, traduit, ou bien cela justifie amplement le travail de l'intellectuel, le sacrifice de l'intellectuel et sa passion même de la connaissance et de la vérité. Tel est schématiquement le portrait de l'intellectuel qui honore ce pacte dont j'ai parlé il y a un moment vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la politique, de l'opinion publique locale ou internationale. C'est pourquoi également l'activité intellectuelle en son fondement même est de visée éthique et politique. Pour l'intellectuel, le langage est considéré comme un acte performatif. J'explique ce que veut dire acte performatif. C'est-à-dire, dans ce sens et dans ce contexte, je pense, je dis, j'imagine, j'invente, toutes ces séries d'actions se font selon ma capacité de penser.
Alors, la deuxième partie de mon intervention portera sur la notion de l'intellectuel et l'universalisation, c'est-à-dire comment cette figure emblématique de l'intellectuel s'est universalisée. Cette image de l'intellectuel, cette image emblématique bien évidemment de l'intellectuel, s'est globalisée, s'est universalisée grâce à l'invention des technologies de l'impression et de diffusion dues à l'imprimerie. Ainsi a commencé l'âge d'or de l'intellectuel logographe. Il est souhaitable aussi que j'explique ce que je veux dire par intellectuel logographe. Un intellectuel, tout simplement logographe, c'est un intellectuel qui se donne à l'écriture pour véhiculer sa pensée à l'opinion publique. Et dans ce sens, je pense à un écrivain allemand, un penseur allemand qui s'appelle Kohler, qui a dit « La pensée devient morte une fois elle n'est pas véhiculée à l'opinion publique, une fois elle n'est pas extériorisée. » Alors je reviens pour vous dire que les idées qu'on partage avec l'opinion publique peuvent rendre service à la société, peuvent servir de bien la société. Voilà pourquoi il est souhaitable que les intellectuels partagent leurs idées avec l'opinion publique et avec la société en général. Alors j'ai dit que ainsi a commencé l'âge d'or de l'intellectuel logographe avec l'essor de l'imprimerie, du livre en série et de la presse, du lectorat et de l'opinion publique accompagnant la naissance de la production industrielle. Rappelons que l'imprimerie a été la première production en série, devenant par la suite un modèle même du commerce moderne. Commerce moderne de quoi? Le commerce moderne des idées, des objets, des signes et des images. Par conséquent, il s'agit d'une révolution numérique. C'était à l'origine favorable à la globalisation, à l'universalisation, à la mondialisation de la connaissance et à l'émergence d'élites intellectuelles nationales et internationales. En revanche, par contre, dans une autre voie d'approche, les nouvelles technologies et la révolution numérique ont bouleversé les processus d'acquisition du savoir, de sa mémorisation et de sa transmission. À l'heure actuelle, aujourd'hui, l'intellectuel est confronté à une situation inédite, c'est-à-dire une situation difficile. Alors, je pourrais également avec vous vous dire que cette situation qui est difficile, c'est celle qui est un défi à la puissance d'esprit et à ses performances.